Christian Proutot, merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes le fondateur du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le fameux GIGN. Vous avez fondé en 1974. Puis, quelques années après, en 1982, vous avez fondé un nouveau groupe, le groupe de sécurité de la présidence de la République, donc le GSPR. Vous intervenez bien sûr très régulièrement dans les médias et vous avez publié plusieurs livres, dont le dernier en 2017, GIGN. Nous étions les premiers aux éditions Nimrod. Alors, avant de commencer l'interview, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à vous passionner pour l'armée et particulièrement la gendarmerie, puis plus tard pour les groupes d'élite et les opérations spéciales? Alors, je voudrais juste apporter une précision. Tout le monde situe le début de l'histoire à 74, comme vous l'avez fait, parce qu'effectivement, le GIGN a été opérationnel, donc c'est-à-dire apte à mener des missions le 1er février 1974. Mais bien évidemment, pour que cette unité soit opérationnelle le 1er février 1974, elle a été formée. J'ai eu la mission le 24 août 1973. J'ai fait mes sélections en septembre. Et ensuite, même si c'était court selon mes souhaits, mais c'était les décisions de la direction de la gendarmerie, nous avons été opérationnels. Après les sélections des premiers candidats, nous sommes restés 17 et j'ai formé ces 17 pour devenir ce qui a fait le GIGN, qui a été opérationnel le 1er mars 1974. Donc, pour répondre à votre question, en fait, je suis fils de gendarme, petit-fils de gendarme. Donc, j'ai grandi, je suis né dans une brigade et j'ai eu, comme beaucoup de jeunes, l'inspiration, ou disons, tout ce côté atavique, du fait d'avoir un papa que j'admirais énormément, qui était commandant de brigade, commandant de compagnie de gendarmerie en Corse. Donc j'ai suivi pendant toute mon adolescence tout le commandement de mon papa, avec tout ce qu'un petit garçon peut avoir d'attachement à la fois à son père, mais surtout à ce qu'il représente et ce qu'il est. Voilà un petit peu ce qui, d'une manière moins objective qu'il pourrait y paraître, des choses qui ont conditionné un petit peu mon devenir professionnel sans que moi-même je le réalise. Ensuite, il y a eu tout le côté que l'on a quand on est jeune. Moi, je m'intéressais beaucoup aux autres copains. J'avais un surnom, c'était le chef, donc je les amenais toujours à faire quelque chose. J'étais toujours celui qui avait les idées, des fois qu'il fallait, des fois qu'il fallait pas. J'ai commandé une compagnie d'éclaireurs de France, des scouts. On appelait ça les éclaireurs de France, avec une comment on peut appeler ça, d'abord des patrouilles et puis ensuite un peu plus important, avec une soixantaine de jeunes. J'étais en charge d'une salle de judo, j'ai dirigé une salle de judo à l'âge de 15 ans déjà. Et puis tout cela a fait que sans que je me destine au départ à la vocation militaire telle que vous évoquiez mon parcours, j'avais en moi ce besoin d'être entouré, de mener, d'entraîner avec moi d'autres garçons, d'autres copains, quoi. C'est ce qui fait que quand je me suis retrouvé en terminale, sincèrement, au départ, je ne me voyais pas partir, ou du moins, je n'avais même pas envisagé de partir dans la gendarmerie ou dans un autre secteur comme les armées. Voilà. Mais quand je me suis retrouvé, après mon bac, à devoir faire un choix, j'avais envisagé de rejoindre soit une école d'ingénieurs qui s'appelait Sudria, soit, parce que j'avais un bon coup de crayon, l'école du cinéma à Boulogne, dans le but de faire des décors. Ce bon coup de crayon n'a pas convaincu les gens qui m'ont reçu à Boulogne. Et en sortant de cet entretien pour rejoindre l'école du cinéma, à la sortie, à Porte-Maillot, il y avait une grande affiche: engagez-vous, engagez-vous. Avec un jeune sergent
C'était l'époque du plein emploi en France. Il y avait l'armée recrutait beaucoup et on mettait un beau sous-officier avec une R8 à l'époque, bleue, à côté de lui. Alors, je ne sais pas si c'est la voiture ou le fait d'avoir été dépité qui m'ont fait prendre le métro qui a amené à Vincennes, qui était de l'autre côté, sur la station de métro à l'opposé, à l'est de Paris, où je suis allé voir le centre de recrutement et où, du coup, j'ai demandé à m'engager dans le but de devenir gendarme comme mon papa. Donc, tout le côté atavique qui n'avait pratiquement jamais servi, puisque au départ, je n'avais pas, comme je vous l'ai dit, souhaité faire cette carrière militaire. Tout d'un coup, s'est révélé après une déception. Tout s'est joué à un coup de crayon, quoi. Oui, alors vous imaginez ma maman qui voyait ça, déjà, ma maman m'avait mis au piano à 4 ans en pensant qu'elle avait enfanté Chopin. Après, quand elle a vu que j'avais un bon coup de crayon, elle s'est dit, ça y est, je vais avoir Picasso ou je ne sais pas qui. Et quand je suis rentré chez moi et que j'ai dit que j'avais pris un engagement pour 5 ans pour devenir gendarme, il y a eu des larmes à la maison. Des Mais larmes de voilà, joie. donc, j'étais parti pour 5 ans. C'était le 24 août 1964. Vous voyez, les 24 août, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le jour où j'ai été reçu par le général qui m'a confié la mission de créer le GIGN. Cette date a eu pour moi un retentissement plus important qu'il n'y paraît. Alors, vous parliez du GIGN justement, et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me dire, gendarme, c'est une chose, créer le GIGN, c'en est une autre. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, peut-être progressivement, mais à créer un groupe d'élite comme ça pour des opérations spéciales? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été, du fait que j'évoquais tout à l'heure, ce parcours auprès de mes parents et de mon père en symbiose avec la gendarmerie, donc en vivant en tant que fils de gendarme des traumatismes que la gendarmerie elle-même avait subis. Et il y a eu deux traumatismes importants qui m'ont marqué. Un, parce que ça concernait un camarade de promotion de mon père qui commandait une, une compagnie de gendarmerie qui était à Cestas. Et à Cestas, il y a eu un drame douloureux familial où un père, en 1969, au moment où on lui a demandé d'intervenir, ce qu'on appelait à l'époque l'assaut, le père avait menacé de tuer ses deux enfants qui lui avaient été retirés, l'autorité lui avait été retirée, et il avait menacé de tuer ses enfants. Et on était sur des certitudes. Et le commandant de l'opération, même si lui connaissait un peu la situation, il n'a pas été écouté, et le procureur de la République et le préfet lui ont dit, écoutez, ça commence à durer, il ne va pas tuer ses enfants, ça n'existe pas, vous allez à l'assaut. Et au moment où il est allé à l'assaut, on a entendu 3 coups de feu, et je vous laisse imaginer le résultat. Et ce traumatisme, à la fois médiatique, comme on peut imaginer que ça a pu se produire, a été d'autant plus marquant dans notre famille que cet officier qui commandait cette opération était un camarade de promotion de mon papa. D'accord. Donc les commentaires qu'il y a pu avoir à la maison, plus comment dirais-je, l'impact douloureux que ça a eu sur la carrière de cet officier, cette opération a broyé sa vie, moi, honnêtement, m'avait marqué, sans être encore à l'époque gendarme, puisqu'en 69, je sortais, au moment où ça s'est produit, je sortais de Saint-Cyr-Coët-Quidan comme sous-lieutenant. Et je n'étais pas encore gendarme. Et ensuite, il y a eu 71. Et là, en 71, j'étais en école de gendarmerie. J'avais réussi le parcours que m'avait donné mon officier instructeur lorsque je me suis engagé. Et il y a eu une prise d'otage, cette fois-ci dans une prison à Clairvaux. 2 prisonniers à de longues peines avaient menacé avec un couteau d'égorger leurs 2 otages, dont un de ces otages était une femme, une assistante sociale. Et là aussi, euh, par manque de connaissances, manque d'expérience, manque euh, disons, d'appréciation d'une situation qui était cette prise d'otage, il a été demandé aux gendarmes qui étaient en charge de l'opération
d'aller à l'assaut. Alors vous imaginez l'assaut dans une prison avec des barricadés par les prisonniers eux-mêmes, puisqu'ils avaient récupéré le trousseau de clés pour se protéger. Et avec cette certitude aussi du procureur et du préfet, euh, un homme n'égorge pas froidement une femme. Vous voyez, Mm. ces certitudes ont fait que dans ce temps long de cet assaut qui n'avait pas ni techniquement, ni au niveau de la préparation des hommes, la capacité à réussir cette opération, au moment où ils sont arrivés, ils ont trouvé deux corps inanimés, puisque les deux prisonniers s'étaient retournés sur leurs otages pendant cet assaut. Et là aussi, moi, comme j'étais en école, on nous avait appris beaucoup de choses, et j'avais demandé à mes officiers. Un jour, dans un cours, on nous parlait justement des situations un peu exceptionnelles qui pouvaient arriver dans le cadre d'un commandement. J'avais levé le doigt benoîtement. J'avais dit, mais si nous, on a à résoudre ce genre d'opération, quelles sont les techniques, les moyens qui sont à notre disposition, comment on va, on va pouvoir agir. Et l'officier, mais tout à fait en ayant le sentiment de répondre à ma question, euh, alors que j'étais le seul à avoir posé une question sur ce type de problème, me dit, mais vous agirez avec discernement. Vous imaginez combien j'étais rassuré du mode, du mode d'exploitation et des professionnels que on m'enseignait. Le discernement étant une qualité, bien évidemment, mais pas une réponse opérationnelle. Et malheureusement, ou je dirais presque heureusement par rapport à la suite, il y a eu la prise d'otage de Munich en 72. Là, je sors. En 71, j'étais en école, 71-72. En juillet 72, je sors, je suis affecté dans ma première unité de gendarmerie à l'escadron de Saint-Denis dans la région parisienne. Et arrive la prise d'otage de Munich pendant les Jeux olympiques de Munich, avec tout ce que la prise d'otage avait à l'époque dans l'objectif, c'est-à-dire la, la fixation de tous les gens qui regardaient les Jeux, avec tout le support médiatique que ça pouvait représenter. Et même si ça ne correspond pas aux Jeux actuels par rapport à la visibilité, il y avait déjà près d'1,5 milliard de téléspectateurs. Mm. Ce qui fait que le FPLP avait considéré que cette prise d'otage, dont le but au départ n'était pas de tuer les otages, mais de créer une espèce de happening autour des Jeux et de leur action. Vous voyez qu'on n'est pas loin de ce qui se passe actuellement pour faire parler de la situation palestinienne. Mm. Sauf que Madame Golda Meir, qui était ministre Premier ministre en Israël, avait demandé aux Allemands, je ne veux pas qu'ils partent. Quel que soit le prix, monter une opération, je ne veux pas qu'ils partent. Les Allemands ont monté une opération, pour ceux que ça intéresse, qui est très très bien décrite dans un film qui s'appelle Munich, de Ouais. Spielberg. Mm. Euh, Opération dans laquelle, par manque de formation, par manque d'entraînement, de préparation, les Allemands de la police allemande qui ont été lancés dans cette gageure ont, pour une équipe, une partie de l'équipe, euh, déserté la mission qui leur revenait. Ils devaient se retrouver à un moment dans l'avion. Ils étaient dans l'avion, équipés en déguisés, si j'ose dire, en pilote et en équipage, et ils devaient intercepter la partie du commando, ils étaient 8, le commando palestinien, qui allait faire la reconnaissance de l'avion. Et en parallèle de ça, 2 hélicoptères ayant amené les otages, il se serait retourné une autre équipe formée de tireurs d'élite, entre guillemets, lesquels tireurs d'élite avaient été choisis non pas en fonction d'un entraînement spécifique, mais en fonction de volontariat et de capacité de tir qu'ils auraient eu. Alors, ils étaient les 5 qui ont été choisis, des gens qui s'entraînaient à titre civil dans des clubs et Ouais. qui ont levé le doigt en disant, ben nous, on s'est tiré. On leur a donné
la mission de devoir éliminer, entre guillemets, le reste du commando. Sauf que lorsque les preneurs d'otages et le chef du commando, je donne le détail parce que ça montre à quel point l'impréparation peut conduire à un désastre, avaient un chapeau. Et vous imaginez, je peux vous dire, j'en ai fait des opérations en 10 ans, j'ai jamais eu euh, quelqu'un qui dirigeait qui était reconnaissable à ce point. Hmm. Celui-là, il avait un chapeau, mais l'information n'avait pas été donnée à l'équipe au sol, celle qui avait les fusils dits de tireurs d'élite. Et quand ils ont euh, monté ils ont déclenché le tir, suite au fait que le commando qui, lui, la partie qui devait voir l'avion pour savoir si l'avion était prêt, s'était rendu compte que c'était un piège. Quand ils sont revenus du coup, il a été décidé d'ouvrir le feu. Et les tireurs d'élite, n'ayant pas une bonne répartition des objectifs, ont tiré 2 ou 3 fois sur le même. Ils n'ont pas tué tout le monde. Il aurait fallu tuer les 8 en même temps. Mais déjà, mathématiquement, ce n'était pas possible puisqu'ils étaient Hmm. 5 tireurs. Ce qui fait que, pour moi, jeune gendarme, ayant le traumatisme des 2 opérations dont je vous ai parlé, décortiquant, puisque là, c'était une des premières opérations en direct, puisqu'on avait les images des jeux. Donc, on voyait les preneurs d'otages se déplacer. On avait tout le retour d'image, moins que ce qu'il y aura plus tard à Marignane, avec Oui, l'assaut sur on va en l'Airbus. parler. Mais euh, malgré tout, suffisamment d'images pour se faire une idée. Je me suis dit, mais si nous, il nous arrive la même chose, d'autant qu'à l'époque, la situation internationale n'était pas meilleure qu'actuellement, puisqu'on comptait à peu près entre 50 et 60 détournements d'avions par an. Oui. Donc on a oublié tout ça. Mais pour le jeune officier que j'étais, qui avait été impacté par ces 2 échecs de la gendarmerie, je me suis dit, et j'ai fait un petit mémoire à l'époque, si nous, la gendarmerie, on se retrouve confronté à cette opération, et vu la situation internationale, il n'y a pas de raison que ça n'arrive à point, comment ferons-nous? Et comme j'étais en même temps instructeur dans un centre d'entraînement de la gendarmerie qu'on appelait commando Ouais. pour amener les gens à un meilleur niveau technique, l'officier qui commandait ce centre m'avait fait faire plusieurs exercices où j'avais mis l'accent sur la négociation et en montant des opérations, en profitant de la négociation et en montant des opérations différemment que le cadre tactique que lui avait mis en place, qui était le cadre tactique militaire que l'on appelle entre nous la réduction de la résistance isolée. Donc, en projetant sur des exercices classiques militaires, ma propre analyse de ce il faudrait faire, cet officier a été très surpris de voir que je faisais ça, je montais ça un peu comme des actions à double effet. Je demandais aux gens qui faisaient les preneurs d'otages de vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, pas simplement faire un exercice dans le genre en avant à l'assaut, force doit rester à la loi. Vous voyez, je voulais simplement que les gens prennent conscience que en rentrant dans la situation, on la comprenait mieux et on était plus en mesure de pouvoir la gérer par rapport à ce que nous appelons depuis dans notre jargon les états d'exception. Vous avez présenté effectivement la genèse, on va dire, hein, du GIGN et notamment la logique de la capacité à négocier comme un enjeu principal au-delà de la capacité d'intervention. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les 2, 3 points qui ont fondé vraiment les piliers du GIGN? Alors, il y a d'abord, par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les Allemands, euh, l'équipe qui a quitté l'avion, c'est une équipe qui s'est fait un pot tout d'un coup. Entre eux, ils ont dit, oh là là, on n'est pas entraîné, on va se faire tuer, et ils sont partis. Donc la détermination dans une opération est importante. Mais pour que les Détermination. gens soient déterminés, il faut qu'ils soient, un, volontaires, deux, préparés. Vous ne demandez pas à quelqu'un de réparer un ordinateur s'il ne connaît rien à l'informatique. Dans tous les métiers, c'est pareil. Il n'y a pas de préparation, pas d'entraînement.
pas de formation spécifique, vous ne pouvez pas obtenir d'eux le résultat que vous attendez. Alors, j'avais donc trois points importants. La sélection et la formation, premier point, donc, à partir de volontaires. Mhm. Et puis ensuite, tous les éléments qui sont l'équipement, qui est un deuxième élément important. On ne, on ne donne pas à des tireurs d'élite des armes qui ne sont pas, ce qui était le cas pour les Allemands, des armes très très précises qui permettent de tirer dans des conditions où on a le risque de pouvoir toucher également des otages. Mhm. Donc il faut avoir un tir qui soit spécifique et qui soit précis. Plus d'autres moyens indispensables. Donc il y a une partie humaine, une partie technique, moyen, et une partie formation-entraînement. Cette formation-entraînement étant fondée sur le principe que j'avais, moi, analysé personnellement, que ces situations spécifiques sont dues à des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne fonctionnent pas comme nous. Il n'est pas naturel, vous en conviendrez, de faire une prise d'otage. Donc, il faut essayer d'analyser les raisons qui amènent les gens à avoir ce type de comportement et en cherchant dans l'historique de tout ce qui a pu se produire de ce type, vous découvrez qu'ils ont presque tous un point commun, ils sont suicidaires. Parce que ne pas avoir le respect de sa vie, sa propre vie, amène à avoir un mépris complet de la vie des autres. Comment voulez-vous, à partir du moment où vous vous attachez pas, disons, d'intérêt à votre vie et que vous êtes prêt à la mettre en jeu pour une raison justifiée ou pas, peu importe, qui conduit à ce que cette mise en jeu de votre propre vie ne vous fait pas avoir le réflexe naturel qu'ont tous les gens que vous souhaitez rester vivant, donc prendre le risque de mourir, si vous n'analysez pas ça comme cela, si vous l'analysez avec vos propres réflexes, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors Avec, justement, comment on négocie avec une organisation terroriste ou un terroriste? alors, la négociation, bien évidemment, si ça aboutit à une reddition, c'est comme ça s'est passé quand nous l'avons fait euh, à l'hôtel Fesch à Ajaccio en 1980, en janvier 80. C'est l'idéal. Amener les gens à tout d'un coup accepter la négociation et à se rendre, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. Malheureusement, c'est plus souvent un élément destiné à manœuvrer, c'est Mhm. une manœuvre, qu'un élément où on pourrait espérer avoir un résultat objectif immédiat. C'est ça qui est terrible, c'est que ça devient à ce moment-là, la négociation, un peu une arme indirecte. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la crise pour vous donner la meilleure capacité offensive, opérationnelle. Ce qui fait que vous êtes obligé de rentrer dans le jeu, d'avoir un discours qui correspond à ce que le négociateur attend, celui que vous avez en face de vous attend de la négociation, qui est un élément qui lui sera positif. Et ce discours positif, en général, c'est pas du genre non mais vous êtes fou, non mais vous voyez, il faut ça a l'air stupide, mais c'est avoir le même langage que lui, rentrer dans son langage, rentrer dans son monde, rentrer dans son univers. Nous avons, dans le cadre de la négociation, une image pour faire comprendre à tout le monde ce qui se passe. On dit que la personne ou les personnes qui sont dans ce schéma, qui est un schéma qui n'est pas naturel, prendre des gens en otage, monter une opération en menaçant de se faire sauter avec un explosif, avec le mépris de sa propre vie, et comme je je le disais tout à l'heure, quelque chose qui est presque inhumain, qui n'est Mhm. pas humain. Et tout ça pour une cause, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit idéaliste, qu'elle soit politique, c'est toujours la même ou qu'elle soit même de droit commun. Euh, c'est toujours la même mécanique. C'est qu'il y a un déséquilibre psychologique qui se produit à un moment où vous passez, et c'est là où je voulais en venir par rapport à l'image,
de l'autre côté du miroir. Hmm. Le miroir vous renvoie une image tout à fait normale de quelqu'un qui ne l'est plus. Et si vous ne passez pas avec lui de l'autre côté du miroir, vous le comprendrez pas et surtout, il ne vous entendra pas. Voilà ce qu'est la négociation, en fait. Après la négociation, il y a l'action. Et notamment, on a eu effectivement l'opportunité de voir le GIGN en action. Est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été les souvenirs les plus marquants durant vos années de service? Évidemment, on a parlé de Marignane qui est resté dans les mémoires du monde entier, hein, qui a été en direct à la télé. Est-ce que vous pourriez nous parler de souvenirs pendant vos années de service? Ben, écoutez, d'abord, quand Marignane s'est déroulé, en 94, j'avais quitté le GIGN depuis quelques années, puisque je l'ai quitté pour créer le GSPR, vous le rappeliez tout à C'est l'heure, vrai, en 82. 1982. Donc c'était 12 ans avant. Euh, mais pendant les 10 années, presque 10 ans où j'ai eu l'honneur de commander le GIGN, il y a eu des opérations, bien évidemment, qui ont été terribles, dont en particulier Djibouti, où on s'est retrouvé dans une prise d'otage avec des enfants pris en otage dans des conditions qui étaient très, très difficiles, puisque le bus dans lequel ils se trouvaient, qui était un bus scolaire, qui avait été détourné, il avait été détourné dans le désert, dans une zone complètement désertique entre la Somalie et le territoire de Djibouti, qui à l'époque était un territoire français, juste avant qu'un référendum fasse de ce territoire un territoire indépendant. Sauf que la Somalie, qui à l'époque était, on parle d'une époque qui était un peu binaire, il y avait l'Est et l'Ouest, et la Somalie était proche de l'URSS, et en fait, la Somalie revendiquait le territoire de Djibouti. Or, faire en sorte qu'un pays comme la Somalie récupère Djibouti posait un problème géostratégique majeur, et c'est pour ça que les soviétiques avaient monté cette opération avec les Somaliens, et un pseudo-front de libération, le Front de libération de la côte des Somalies. C'est parce que les soviétiques détenaient Aden, et juste en face d'Aden, le détroit euh, qu'il y a, ce détroit, vous le contrôlez si vous avez les deux villes qui sont face à face, qui sont Djibouti et Aden. Et si vous contrôlez le détroit, vous bloquez l'entrée vers le canal de Suez. Vous imaginez la position géopolitique que représentait pour l'Union soviétique à ce moment-là le fait d'avoir Djibouti comme étant une zone sous son contrôle. Ce qui fait que le président Barré, qui était le président somalien, qui était proche des soviétiques à cette époque, avait accepté d'avoir en base arrière le commando qui a monté l'opération avec les enfants français, de militaires français, en espérant que la France céderait à un chantage pour que la France quitte Djibouti. Et en détournant ce bus avec 31 enfants et 2 adultes, ils avaient, ils avaient la certitude, puisque aucune opération de ce type avait été montée avant, ils avaient la certitude que nous n'aurions pas la possibilité technique, à la fois compte tenu de la distance, puisque le premier point d'observation sans être remarqué entre le bus et les forces françaises était une palmeraie située à 300 mètres du bus. Tout le reste étant désertique, plat comme la main. Donc mener une opération était impossible avec, à l'époque, ce que l'on croyait, selon les informations qu'on m'avait données, être une prise d'otage avec 3 preneurs d'otages. Donc j'ai monté une opération en partant de Paris avec 6 tireurs d'élite, souvenir de, du moins l'enseignement de ce qui s'était passé à Munich, où je m'étais dit il faut au minimum un tireur par preneur d'otage, et peut-être pour pouvoir doubler le tir, avoir un tireur de plus par objectif. Donc j'étais parti avec 6 fusils, sans savoir
que les otages se trouvaient, le bus, on m'avait dit qu'il se trouvait en ville, mais le temps que je me rende à Djibouti, le bus s'était déplacé de Djibouti-Ville, à 15 km de là, au poste frontière de l'Oyada. Donc je suis parti avec 8 hommes plus moi, nous sommes partis à 9. Et quand j'ai débarqué, donc je suis parti à 15 heures le 3 février, la prise d'otage ayant débuté le 3 février à 8 heures, à 7 heures, pendant le ramassage des enfants. Hmm. Un groupe commando est monté dans le bus et il nous a été signalé comme étant, à nous, 3, sauf qu'en fait, ils étaient 4. Et quand je suis arrivé, la première chose que l'on m'a dite, on m'a dit, ben, ils sont 4. Alors, j'avais plus que 6 fusils pour 4. Hmm. Mais bon, ça me paraissait suffisant. J'ai rejoint très difficilement, compte tenu du contexte, la piste entre Djibouti et l'Oyada est une piste sablonneuse et tout. 15 kilomètres ont été très longs. Je me suis mis en place avec le général qui commandait l'opération, Brazard. Nous nous étions mis d'accord pour que mon équipe euh, s'occupe du bus et que nous ayons l'appui de la Légion française. Il y avait 2 sections de, euh, du premier RAP, régiment étranger parachutiste, qui devait nous, comme on dit, flancarder par la gauche, et une section de la DBLE par la droite. Sauf que on nous avait dit que l'armée somalienne n'interviendrait pas, mais que nous, pendant le moment où on s'est mis en place, on a été mis en place à partir de 5h, 6h moins le quart du matin, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait une espèce de dépendance ou d'amitié, de liaison tactique entre les 2 sections de Somaliens qui étaient derrière le bus, donc côté somalien, puisque le bus avait été intelligemment arrêté dans le no man's land, devant la barrière, côté français. Et nous, j'avais trouvé une base de tir à 200 mètres. Je devais, selon ce que nous étions mis d'accord avec le général Brazard, éliminer le danger à l'intérieur du bus. Et à ce moment-là, dès que la Légion était à notre hauteur, monter à l'assaut du bus, le GIGN devant s'occuper des enfants et la Légion devant éviter le retour offensif militaire. Nous avons, euh, nous avons attendu l'ordre de tir de l'État, du président de la République, jusqu'à 9h10 à peu près. Et l'ordre qui nous a été donné, alors que, comme je vous l'ai dit, ils étaient 4 dans le bus, était n'intervenir que s'il y avait un preneur d'otage dans le bus. Vous imaginez un peu la complexité de l'opération, puisque, bien évidemment, comme ils étaient au départ 4, ils étaient toujours minimum 2 à l'intérieur du bus. On a répété le code de tir entre nous qui permet à tous les tireurs de tirer en même temps, quelque chose que nous avions mis au point et que nous étions les seuls au monde à pouvoir faire à ce moment-là, et peut-être le GIGN est-il toujours le seul à avoir cette capacité opérationnelle actuellement, c'est-à-dire faire tirer sans risque de croiser des objectifs, comme ça s'est passé pour les Allemands, donc 2 tireurs qui tirent sur le même objectif sans le savoir, bien répartir les objectifs, faire en sorte que le tir soit dans la même seconde pour qu'il y ait une surprise totale au moment de l'ouverture du feu, pour faire en sorte que cette surprise permette pas qu'il y ait un retour offensif éventuel d'autres preneurs d'otages. Voilà, donc ce code de tir, ça se répète pendant des heures. Vous dites 1, 3, 4, en fonction de l'objectif qui est en face dans ce qu'on appelle la capitale de tir, dans votre direction de tir, et ça dure des heures. Sauf que l'équation qui consistait à avoir un seul preneur d'otages ne se produisait pas. Et que petit à petit, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus un preneur d'otages, plus 4, mais 5, 6, 7, pour terminer vers midi
alors qu'on n'avait pas encore eu de possibilité de tir, 8 preneurs d'otages. Ce qui fait que les conditions de tir étaient de plus en plus compliquées, puisqu'il restait en principe 3 à l'intérieur et 2 à l'extérieur, et les 3 autres se reposant dans le poste somalien qui était juste à côté. Et que les conditions idéales pour moi pour tirer, et je vous la fais courte, même si ça paraît très long, ne se sont retrouvées que vers 15h40, avec la certitude que les 2 sections somaliennes qui étaient en face de nous ne tireraient pas. Et au moment où nous avons ouvert le feu à 15h40, 1, 3, 5, 4, 2, nous avons tiré sur 5 objectifs avec mes 6 fusils, 3 qui étaient dans le bus au milieu des enfants, 2 qui étaient à l'extérieur du bus, un sur la porte avant droite, un sur une caisse en bois à l'avant du bus. Nous les avons éliminés dans la même seconde. On avait rempli notre contrat, mais à ce moment-là, Il en restait l'armée 3. somalienne est intervenue. D'accord. Et ils nous ont tiré dessus, la MG42, qui tire 1200 coups minutes pendant 2 minutes. Ce qui fait que pendant 2 minutes, nous avons été cloués au sol, impossible de pouvoir avancer sur les enfants, et surtout pour la Légion qui devait nous appuyer, impossibilité pour eux d'avancer, la Palmeraie se trouvant dans notre alignement, 100 mètres derrière nous. J'ai donc décidé de tirer sur l'armée somalienne parce que la mitrailleuse s'est enrayée. J'ai donc décidé de tirer sur l'armée somalienne. Nous avons abattu pratiquement une section de Somaliens et Combien de personnes, une section? euh, une section, c'est une trentaine, mais nous avons touché 20 hommes, c'est sûr. Bon, D'accord. C'est énorme. oui, mais avec des tireurs d'élite, c'était possible. Du coup, ça a arrêté complètement le tir d'en face. Et la section, les 2 sections de la Légion ayant pu arriver à notre hauteur, 2 de mes hommes sont partis avant, en courant, en disant couvrez-nous, mon lieutenant. Nous, on est partis derrière eux, 40-50 mètres derrière eux. On a pu éliminer 2 autres preneurs d'otages qui étaient dans le poste somalien. Sauf qu'au moment où mes hommes sont arrivés sur le bus, ils ont été pris à partie par un homme qui était remonté, qu'on n'avait pas vu remonter parce que le temps qu'on avance sur le bus, Hmm. là, on n'avait plus la perspective qui permettait de voir le cheminement qu'il y avait entre le poste somalien et le bus. Et lorsque un de mes hommes est monté par l'avant avec un légionnaire qui avait couru plus vite que les autres, ils ont voulu monter par la porte avant droite. Le terroriste qui était à l'intérieur du car portait un enfant en otage avec lui. Il a tiré avec son bras droit une rafale qui malheureusement a touché 2 enfants, Nadine et Valérie, avant qu'il ait pu être lui-même être éliminé. Voilà. Vous D'accord. me demandez de vous raconter une histoire. Celle-là, pour nous, c'est l'opération sûrement considérée par le monde entier comme, avec Marignane, une des plus belles opérations Ouais. euh, faites par des unités spéciales, qui a fait connaître le GINA dans le monde entier, et pour nous a été la plus douloureuse, puisque Nadine, malheureusement, et Valérie ont succombé à leurs blessures. Alors, on le voit, vous en avez parlé, le GIGN, c'était des enjeux parfois individuels, mais beaucoup d'enjeux politiques ou géopolitiques dans le cadre des opérations. Alors, au-delà de la logique des opérations spéciales que vous avez menées au sein du GIGN, ce que j'aimerais dans la suite de l'interview, c'est ouvrir la réflexion sur justement ces enjeux politiques et géopolitiques. On a écrit un livre qui est l'objet de cette chaîne d'ailleurs avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, qui s'appelle La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Et selon vous, je voudrais savoir qu'est-ce qui déclenche une révolution. Est-ce que c'est des facteurs économiques, sociaux, politiques, technologiques, une combinaison de ces événements, ou plutôt des signes noirs, comme le dit Nassim Taleb, c'est-à-dire des événements imprévus ou improbables? Ouais, je pense qu'il y a peut-être un moment, pour en revenir à cette dernière remarque, euh,
des événements dont on ne pense pas qu'ils puissent avoir à un moment un impact aussi important qui amène tout d'un coup à ce qu'une révolution, puisque c'est le terme que vous employez, Hmm. puisse se produire. Regardez ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui a démarré en Tunisie. Il démarre au départ euh, par un homme qui, par désespoir, s'immole par le feu. Et du coup, cristallise tout le désespoir de tout un pays qui a le sentiment que la prédation qui est faite par les gouvernants, cette prédation fait qu'ils ne peuvent plus vivre. Et on a affaire à ce moment-là à une révolution. Mais les révolutions, elles peuvent être menées également, soit par une population qui se soulève entièrement, on l'a vu dans la Révolution française, hein, Hmm. euh, soit qui se fasse par des gens. C'est pour ça que je dis, ça fait pas toujours plaisir quand je le dis, qu'on est toujours le révolutionnaire, on est toujours le terroriste de quelqu'un, parce que suivant la position dans laquelle vous vous trouvez, soit vous êtes considéré comme un terroriste, soit comme vous êtes considéré après comme un libérateur. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques actuelles, mais la question mérite d'être soulevée et elle se pose. Et si on s'appuie sur l'histoire, elle est sempiternelle. Il y a des, même Israël a eu l'Irgun. Et pour un moment, l'Irgun a été considéré pour beaucoup de gens, de par leurs actions, de par leurs modes opératoires, comme étant des terroristes. Les Français qui faisaient la résistance étaient considérés par les Allemands et par Vichy comme des terroristes. Donc, je me rappelle quand on m'a donné la mission en 92, en août 92, de former, de réfléchir sur la lutte contre le terrorisme après l'attentat de la rue des Rosiers, j'avais demandé à ce qu'on qualifie, puisqu'en matière juridique c'est important pour Hmm. savoir qui on poursuit, on qualifie le terme terroriste. M. Badinter, Premier ministre, n'a pas voulu. Et le président de la République, M. Mitterrand, quand je lui ai dit, mais comment je vais faire si je dois mener une action sur, contre des gens auxquels on donne un nom, mais qu'on n'est pas capable de qualifier juridiquement. Hmm. Et il a eu cette phrase, il m'a dit, vous savez comment les Allemands appelaient les, les résistants pendant l'occupation. Vous voyez, donc, c'est pas binaire. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Et pour aller dans le sens de votre question, je crois que c'est une multiplicité de facteurs avec, au départ, un terreau qui conduit aux révolutions. Mais par contre, après, il faut que les gens puissent exprimer ce désespoir et amener à ce que tout d'un coup, la cause qu'ils sont censés défendre, cette cause, elle soit entendue par d'autres. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Mais pour aller euh, dans un sens qui va également par rapport au fait que ce soit moi qui suis interviewé, moi, je crois que le terrorisme est souvent, par rapport à ce qui se passe actuellement, le résultat d'une géopolitique mal conduite. Hmm. Et la géopolitique, avec cette notion binaire toujours des bons et des méchants, de savoir qui a raison et qui a tort, euh, rien n'est en blanc et rien n'est en noir, amène à avoir des raccourcis qui conduisent à commettre des erreurs d'appréciation, qui conduisent au résultat ce que l'on conduit. Avoir, après le 11 septembre, considéré que c'était peut-être l'Irak qui était à l'origine du problème pour régler un autre problème, nous a amené où on en est. Et la déstabilisation du Moyen-Orient, elle est euh, le résultat d'une géopolitique où nous avons eu des. Nous avons laissé en place des chefs dont on pensait qu'ils nous ressemblaient parce qu'ils étaient pas religieux, hein, mais c'était tous des prédateurs. Donc on a eu les tyrans que l'on méritait, on a mis en place les tyrans que l'on méritait et qui ont conduit à une déstabilisation en profondeur des pays du Moyen-Orient en particulier.
Croyez-vous au respect de la guerre, au respect du droit, pardon, de la guerre, des conventions internationales dans un contexte de guerre totale ou de guerre terroriste, comme on peut le voir aujourd'hui? Est-ce que les gens vont respecter le droit de la guerre et les conventions internationales ou est-ce que, en fait, ben, on sait très bien que ça ne sera jamais respecté? Bah, écoutez, si c'est moi qui, malheureusement, vu mon âge, je ne serai plus à devoir travailler sur le terrain, mais j'ai essayé de le faire à travers la mission que j'ai conduite et la création du GIGN, avec une notion essentielle qui était le respect de la vie, et qui, j'en suis très fier, continue à être un élément fondateur, fondamental, éthique au sein du GIGN. C'est-à-dire, s'il faut éliminer un danger, on le fait. Si ce n'est pas indispensable, on ne le fait pas. Mais pour répondre à votre question, il suffit de se référer à ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'en Ukraine, avec les Russes, pour se rendre compte que ce que l'on voudrait, à travers des règles humanistes, ne s'est pas produit, ne serait-ce qu'à Boutchka, par exemple, avec tout ce qui s'est passé avec une armée russe en déroute. On sait que les armées, euh, les soldats mal encadrés, sont capables de, à partir du moment où ils ont une arme, à toutes les exactions, toutes les horreurs. Après, quand ça ne nous arrange pas, qu'on puisse dire que d'autres qui commettront les mêmes atrocités, ils étaient terroristes, c'est toujours les mêmes atrocités. C'est ce manque de respect de la vie et avec ce que cela entraîne comme horreur, comme exaction. Et de toute l'histoire de la guerre, c'est sale, c'est pas propre. On le sait, malheureusement. Alors, pour répondre à votre question, je suis d'accord pour qu'on mette en place tout un tas de règles, qu'on mette en place des tribunaux qui amèneront à ce que l'on juge ensuite des gens qui étaient plus des tueurs que des soldats. Mais est-ce que la guerre, à un moment, ne détruit pas des hommes qui étaient normaux pour en faire des bêtes? Est-ce qu'il y a des leçons particulières qu'on devrait retenir ou tirer de l'histoire pour mieux comprendre et gérer les conflits du 21e siècle? Vous avez parlé de l'Irak. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'histoire? Ouais, moi, je pense que les leçons de l'histoire sont simples. D'abord, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais un mur n'a jamais arrêté personne. Suivez mon regard. Donc, imaginez, comme ça a été le cas entre l'Est et l'Ouest à Berlin, que avoir imaginé que ça pourrait séparer deux versions différentes d'une société avec des gens qui pouvaient voir ce qui se passait de l'autre côté, on a vu le résultat. Sauf que lorsque le mur est tombé, tous les gens de ma génération, on en pleurait de joie. On avait l'impression qu'enfin, on allait, après des années de guerre froide, arriver à avoir un monde meilleur. Vous voyez où on en est. Donc, je ne suis pas très optimiste, même si je suis quelqu'un d'optimiste naturellement, parce que euh, j'ai le sentiment que l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. On reproduit Ah. toujours les mêmes erreurs pour différentes raisons qui sont souvent, on confond l'origine des problèmes, souvent. Mais les raisons sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui montrent la différence et qui donnent le sentiment que la différence amène une supériorité. Or, nous sommes tous des êtres humains, nous nous ressemblons tous physiquement, et surtout, même quand ce n'est pas physiquement, au moins parce qu'il y a dans notre tête, au niveau du cerveau, il y a des grands écrivains partout, il y a des grands artistes partout. Donc, il n'y a pas de notion qui pourrait dire que telle, euh, telle personne est plus importante ou a plus de valeur qu'une autre. Et on le voit d'autant mieux, et c'est un paradoxe, que on connaît mieux les autres maintenant. Et paradoxalement, on a beau les connaître mieux, on en a encore plus peur. Et c'est cette notion qui, à mon avis, cette peur de l'autre qui conduit au conflit.
Alors, vous avez parlé de la vie et l'importance, effectivement, pour le GIGN et pour vous, de conserver, de permettre à la vie de perdurer. Comment les nations peuvent-elles collaborer efficacement pour gérer les conséquences transfrontalières, notamment des conflits, qu'il s'agisse de réfugiés, mais qu'il s'agisse aussi de sécurité ou d'économie? Mais le problème, c'est le déséquilibre entre les nations. On a laissé, euh, on a toujours eu une vision complètement cynique de ce qui se passait ailleurs. Et en laissant l'Afrique, surtout après la décolonisation, en laissant l'Afrique aux mains, je le disais tout à l'heure, de prédateurs, de gens qui nous arrangeaient, parce qu'on a pu passer avec un certain nombre de chefs de républiques bananières, on a maintenu des relations qui ont conduit que ça se faisait au détriment des populations. Et qu'on s'étonne maintenant du retard pris par ces populations me laisse perplexe. Euh, si on avait eu une notion d'amener un peu plus d'équilibre, alors rien ne sera parfait, on est tout à fait d'accord, mais au moins on aurait diminué ce potentiel de dangerosité que représentent les pays qui, du fait qu'on voit mieux ce qui se passe maintenant ailleurs, ce qui n'était pas le cas avant, donnent pour ces pays une réalité du déséquilibre et du fait qu'ils sont dans des situations dans lesquelles ils ne devraient pas être. Et tout de suite, ça donne en premier lieu, c'est pas une guerre, mais c'est presque une guerre, c'est l'envie de trouver un monde meilleur ailleurs, avec cette conséquence de ce besoin d'immigration. Quand ça s'est fait au moment où les Irlandais ont eu le problème de la pomme de terre et ont émigré sur les États-Unis avaient besoin de migrants. Et donc là, le migrant était une main-d'œuvre importante, essentielle pour un pays en devenir, un pays en construction. Dans des pays qui ont tout, euh, en dehors de certains, comme on dit, métiers en flux tendu, où on est tout à fait content de trouver celui qui veut faire ce que nous, on ne veut pas faire, là, l'immigration est tout à fait acceptée, mais d'une manière toujours, selon le principe de tout le monde, contrôlée. Comment peut-elle être contrôlée? C'est pas possible. Tout est possible maintenant du fait qu'il est très facile d'arriver de l'autre bout du monde vers l'Europe. Et ça, si on ne veut pas prendre en compte qu'en rétablissant un équilibre économique dans des pays dont les gens partent parce qu'ils crèvent de faim et qui voient à travers ce que nous utilisons tous les deux actuellement, un moyen téléphonique qui, paradoxalement, est à la portée de tout le monde. Donc les images amènent de notre monde une vision idéalisée pour des gens qui, chez eux, cherchent à vivre mieux. Vous avez vu l'évolution des armes et de l'armement ces dernières années. Ça a été assez fou ce qu'on a pu voir comme évolution technologique et comment la technologie pour vous a influencé la nature et la dynamique des affrontements modernes. Est-ce que vous la considérez, cette technique et cette technologie, comme une arme déterminante dans les conflits? Eh bien, oui, et on l'a vu avec l'Ukraine. Parce que, rappelez-vous, parce que les gens ont une mémoire très courte, hein, très sélective, quand le, les, les Russes ont commencé cette opération incroyable d'invasion, qui a dit que les Russes auraient des difficultés? Personne. Tout le monde vous a parlé du rouleau compresseur russe et on n'a pas donné, on a dit en 15 jours, ça va être fini. L'Ukraine va être envahie. Or, comment l'Ukraine a combattu? Elle a combattu au début pas avec les moyens. Maintenant, on se gausse des moyens qu'on leur donne,
mais elle a mis la technologie à son profit. Et on a vu tout d'un coup une guerre basculer d'une guerre conventionnelle, du tout blindé avec des chars, avec des engins, avec des pilonnages et tout, contre une guerre technologique avec des drones, des petits lance-missiles, qui est complètement électronique aussi, utilisation électronique des moyens pour savoir ce que disait l'ennemi, avec un groupe qui s'appelle, un régiment qui était fait que d'ingénieurs, qui s'appelle Aerovitka, qui a mis en place les premières bases d'un combat, qui est le combat qui sera le combat de demain. Demain, si demain il doit y avoir un combat, c'est pas celui dont on nous a seriné les oreilles, avec des chars, avec des canons, ça sera des combats de drones. Et on le voit avec les essaims de drones, et avec quelques années de retard, on est en train de se pencher sur une nouvelle technologie qui va être une technologie où, dans le fond, un homme sera plus un poids qu'un outil. Vous prenez un drone idiot du commerce, vous le balancez sur la tête de quelqu'un, il tombe, hein, parce qu'un petit drone euh, qui percute, il n'y a pas besoin d'explosifs. Alors bien sûr, en plus, si on y met d'explosifs, je ne vous raconte pas. Mais un drone, j'ai vu une image récente où les Ukrainiens s'embêtent plus parfois à mettre des drones avec des lourdes charges, mais juste avec un fumigène. Et ils font tomber un fumigène dans une tourelle et l'équipage est obligé de sortir parce que le fumigène envahit l'habitacle et l'équipage est obligé de sortir. Donc, la guerre de demain ne sera plus conventionnelle. Il faudra sortir de ce qui a été enseigné pendant des années dans les écoles militaires. Si guerre il doit y avoir, ça sera une guerre technologique. Je veux parler d'une guerre avant la dissuasion, bien sûr. Mais avoir derrière, essayer de trouver un langage du type guerre de haute intensité, tout ça, c'est fumeux et ça n'a pas beaucoup de sens. La guerre actuelle, elle va être intelligente et technologique. Et à partir du moment où il y aura un affrontement technologique, on va venir, je pense, on va arriver à l'équilibre qu'il y avait, en particulier, avec cette notion de dissuasion. Alors, on le voit, effectivement, c'était l'objet de la question suivante, c'était quel va être l'avenir de la guerre, en espérant que la guerre n'ait pas d'avenir, mais malheureusement, l'histoire de l'humanité nous a toujours dit ou montré le contraire. La tactique, effectivement, et la vitesse de décision va être une donnée considérable et la plus importante. Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va aller, bah, vous l'avez dit un peu, hein, vers les drones et la robotique, mais dans tout ça, il y a un enjeu majeur, c'est quelle va être la place de l'IA et quelle va être la place qu'on va lui donner surtout. Est-ce qu'on va donner la décision à des intelligences artificielles d'attaquer à notre place? Mais, vous savez que vous avez déjà la réponse à votre question dans une opération dont vous n'avez pas le souvenir, qui s'appelle Tabas. Quand les Américains ont monté leur opération pour libérer leurs otages qui avaient été pris en 1988, je crois, il faudrait que je retrouve la date exacte, en Iran, dans l'ambassade d'Iran, au moment où les mollahs ont pris le pouvoir, après le départ du Shah. Ils ont monté une opération, donc c'était Carter qui était président, ils ont monté une opération avec une intelligence artificielle que l'on qualifie au niveau militaire d'ailleurs plutôt d'aide à la décision. Sauf que cette intelligence artificielle avait défini les composantes nécessaires pour monter cette opération qui avait été faite avec un groupe qui s'appelle Delta, le groupe américain, qui est l'équivalent du GIGN dans les armées aux États-Unis. Et ce groupe Delta, d'ailleurs, pour l'anecdote, a formé avant, pour se former, une partie de ses cadres au GIGN. Vous voyez, pour une fois qu'on duplique, ou du moins on sert d'exemple aux Américains, c'est pas mal, il fallait le citer. Mais il se trouve que ils avaient un certain nombre d'hélicoptères et au moment où ils ont eu l'accident
que ceux qui connaissent cette opération à Tabas dans le désert, au moment du ravitaillement, s'est produit. Un hélicoptère ayant explosé après une tempête de sable. Ils ont demandé à l'IA, ou du moins Carter, le président, quand ils ont eu 4 hélicoptères en panne, il leur en restait 8 sur 12, et ils ont dit au président Carter, qu'est-ce qu'on fait? Et Carter, on lui avait vanté les mérites de cette IA, cette aide à la décision, et l'aide à la décision avait dit, en dessous de 9, on ne fait pas l'opération. La seule personne qu'on n'avait pas interrogée, c'est Bakwis, qui était le commandant du groupe Delta, qui, lui, était sur le terrain et qui devait s'engager avec ses hommes. Lui, on ne lui a pas demandé. Moi, je connaissais très bien Bakwis, puisque, comme je vous dis, on a formé 4 de ses cadres. Et après cette opération, je dis, mais enfin, tu ne pouvais pas faire l'opération avec 8 hélicoptères? Il dit, si, mais on ne me l'a jamais dit. On m'a dit, repliez-vous, sans me dire pourquoi il fallait que je me replie. Mais à aucun moment, on m'a dit qu'une machine imbécile, c'est le terme qu'il a employé, avait pris la décision à ma place, qui, moi, était sur le terrain, moi, engageais la vie de mes hommes, moi, savais si je pouvais faire ou pas faire. Alors voilà, donc je réponds indirectement à votre question. Si demain, on pense qu'une machine pourra remplacer la décision d'un homme, on va dans le mur. Hein. Mais c'est possible qu'on le fasse, puisque ça a déjà été fait. Mais on s'étonne d'ailleurs de votre exemple parce que c'est dans l'autre sens que j'imaginais la question. C'est dans le sens d'engager l'opération et de gérer l'opération et non pas de l'annuler. Donc c'est intéressant ce que vous évoquez parce qu'effectivement, il y a cet aspect des choses également, c'est d'empêcher de prendre des décisions. Effectivement, de prendre le pas sur la décision humaine. Alors, j'avais une question qui m'est venue justement en parlant du groupe Delta. Est-ce que vous pourriez faire un comparatif des troupes d'élite dans le monde que vous connaissez sans doute? Vous avez parlé donc de Delta, il y a le GIGN. Quels autres groupes pour vous sont les plus grands groupes, les grands groupes d'intervention tactique et les groupes d'élite dans le monde? Et quel pays y représente évidemment? Bah, écoutez, il y a Delta qui est une très belle unité, il y a le 22e SAS qui est en Angleterre, vous avez le GES Genève en Allemagne, vous avez Cobra en Autriche, le groupe Cobra. Donc, ça, c'est celle que nous connaissons le mieux parce que on est en liaison avec eux depuis des années. Pour les Israéliens, c'est différent. Ils ont une approche tactique qui est plus proche des unités de guerre commando que des unités spécifiques telles que l'ont été les unités dont je vous parle. La question que vous ne posez pas, c'est quelle est la place de ces unités dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire comment ce qu'est devenu le terrorisme. Vous faites bien de Il faut poser la pas oublier. question. Voilà. Donc, pardonnez-moi d'avoir Non, anticipé. non, mais vous avez raison. Il se trouve, j'ai oublié le groupe Diane en passant, qui est le groupe en Belgique. Euh, donc, tous ces groupes ont été faits au départ initialement, ou les PESNOS en Russie, ont été faits pour des opérations, même si certaines opérations ont été prévues sur ce qu'on appelait les pommes, prises d'otages multiples, ont été prévues pour des prises d'otages que l'on dit ouvertes. Donc, à des endroits que l'on connaît, en sachant où se trouvent les otages, et où le but des preneurs d'otages est, comme je l'évoquais au début de notre entretien, pour marquer les opinions à travers le relais médiatique qui fait partie de la dissuasion, le relais médiatique. Le terrorisme n'existe pas s'il n'y a pas l'information. Si vous ne faites pas la menace, si elle est diffuse, si vous ne la voyez pas à côté de chez vous quand vous allumez votre télé, tout le monde s'en fiche. Or, ce type d'opération, même si elles ont eu un impact humain important, honnêtement, par rapport à ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, des vraies guerres, c'est un épiphénomène, vous en conviendrez avec moi. C'est douloureux, c'est des vies perdues, c'est sans suite, on le sait, ça n'amène souvent à rien, sauf à marquer les opinions à temps. On le voit à travers un certain nombre d'événements.
Mais comme la prise d'otage ouverte, comme nous la qualifions, a complètement évolué, elle n'existe plus. Le terrorisme a évolué en fonction de la menace que représentaient pour lui les unités dont vous m'avez demandé de décliner celles qui me semblaient les meilleures. C'est le succès de ces unités qui a conduit malheureusement à ce qu'on ne puisse plus euh, se dire qu'elles résoudront le terrorisme tel qu'on le vit actuellement, qui est un terrorisme dont le but est simplement maintenant euh, n'est plus d'attirer l'attention, mais de tuer, de faire, de mettre des vies humaines, de faire perdre des vies humaines, comme ça a été le cas au Bataclan. Alors, nous arrivons au terme de l'interview. Ce qu'on peut noter, c'est la notion d'engagement et le service de son pays vous concernant avec votre parcours. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune aujourd'hui qui veut s'engager pour son pays et celui qui ne veut pas aussi s'engager pour son pays? Celui qui veut s'engager pour son pays, il y a tellement de possibilités, en particulier le service public et la protection, la santé, la gendarmerie, la police, les armées. Donc il y a beaucoup d'ouvertures qui sont possibles. Et je crois que donner un sens à sa vie, c'est se dire qu'on partage, mais même au niveau local, par exemple, s'engager dans l'associatif, faire des choses pour donner un sens à sa vie autre que la projection du jeu qui est haïssable, hein, comme disait Pascal. Et puis pour celui qui ne veut pas y aller, ou du moins qui ne se pose pas ce type de questions, qui se pose la question de savoir s'il n'est pas toujours ravi, content de ce qu'il entend ou de ce qu'il voit, quelle part il pourrait donner pour que justement ça aille dans un sens meilleur et de se rendre compte que lui aussi, alors qu'il a le sentiment qu'il n'est pas forcément utile, il pourrait apporter à la société sur laquelle il porte un jugement, il pourrait apporter quelque chose. On a tous une pierre à apporter et la société n'existe, faire société, c'est que chacun d'entre nous prenne la part qui lui incombe pour que ça tienne debout. Eh bien, on va finir par cette conclusion qui reprend un peu la phrase de John Kennedy. Ne vous demandez pas ce que peut faire votre pays Absolument. pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. J'invite tous les auditeurs à lire votre livre avec Jean-Luc Riva, GIGN. Nous étions les premiers aux éditions Nimrod. Merci Christian Proto. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.